intervenant pour sa brillante présentation. Moi, ma question, elle est toute simple. Est-ce que la politisation du sultanat, c'est-à-dire des Inders, est-ce que si le sultanat est tellement politisé, est-ce que ça ne fragilisait pas son autorité auprès de la population? Voilà ma question. Mais j'aimerais quand même faire savoir que au niveau du sultanat des Inders, il y a quand même une influence musulmane. Parce que le titre même du mot, sultan, évidemment c'est un mot arabe et qui date forcément aussi de la période d'islamisation. Donc il y a l'influence arabe ici et l'influence musulmane certainement. Et donc en regardant les insignes, notamment l'épée, la peau de prière avec les bâtons, les insignes donc du sultan, ça c'est les insignes donc du pouvoir. Donc ma question est la suivante. Quelle relation existe maintenant entre l'islam, d'une part, et l'autorité traditionnelle, effectivement. Donc, puisque le sultanat est à cheval entre les deux. Maintenant, son autorité tire, effectivement, ou bien son autorité va en direction, donc, de l'autorité traditionnelle, ou bien du pouvoir religieux. Merci. J'ai deux petites questions à poser. À savoir, je voudrais savoir précisément, est-ce qu'il y avait un besoin de politiser les pouvoirs, les chefferies traditionnelles au Niger? Et quel rôle l'État y a-t-il joué? Enfin, comment s'opère concrètement l'invasion de l'espace politique par ces mêmes pouvoirs traditionnels? Merci. Comment s'opère concrètement l'invasion de l'espace politique par les pouvoirs traditionnels? Je voudrais demander, dites quelque part que la chefferie est un acteur stratégique de la scène politique. En quoi la chefferie est un acteur stratégique? C'est ma première question. La deuxième question, je me dis quelque part, j'ai compris qu'on peut débarquer un sultan. Je suppose que c'est les autorités administratives sur nos politiques qui le débarquent. Est-ce dire que les sultans sont élus par ces gens-là? Et chaque fois qu'on débarque un sultan, quelles sont les réactions entre griffes des sujets après le limogeage d'un sultan? Je vais d'abord faire une petite contribution donc, par rapport à ce qu'il vient de présenter. La chefferie de Zender est l'une des chefferies les plus importantes au Niger. En matière de catégories, donc au Niger, il y a 3 catégories de chefferies. Il y a les chefferies villageoises, il y a les chefferies cantonales et les sultanats. Elle fait partie des premières, donc c'est la catégorie la plus importante. Et elle est partagée par les influences surtout, comme Yatara a dit, l'islam, et également les influences du Nigeria. Donc il y a ces deux tendances. Et il faut le dire également à ce niveau, comme il a eu à le dire, que la chefferie de Zender est là où est né le premier président du Niger, démocratiquement élu, c'est Mamadou Ousmane. À l'époque, qui est devenu maintenant un opposant juré de Mamadou Issoufou. Ils ont essayé par toutes les tendances de pouvoir concilier partout. Ils ont été même à Libye, partout, pour pouvoir réconcilier Mamadou Ousmane et Mamadou Issoufou, chose impossible. Donc il y a cette rancœur-là et qui va se perpétuer maintenant sur l'un des proches de Mamadou Ousmane, c'est le sultan Kagale. Donc c'est ce qui amène ces situations-là. Alors ma question, c'est de savoir quelles sont les raisons obscures, en quelque sorte, de destitution
du sultan Aboubakar Soulaire de la 5e République, donc au temps de Tanja Mamadou. Parce que la loi portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger dit que aucun chef traditionnel ne peut être démis de ses fonctions que s'il est reconnu d'une faute grave et qu'il est condamné, et lorsque la condamnation est devenue définitive, c'est en ce moment qu'il peut être démis de ses fonctions. Donc j'aimerais savoir la faute grave qui est reprochée au sultan Soulaire de la 5e République. La deuxième question, c'est concernant donc le sultan Kakele, qui maintenant est destitué par Mamadou Issoufou quand il est venu au pouvoir. Lui, à l'heure actuelle, quel jeu ça donne-t-il? Est-ce qu'il y a des tentatives pour l'idée, pour peut-être qu'à l'avenir, qu'il puisse retrouver sa couronne? Merci. Et ici, il est marqué dans l'article 26 que, bon, je vais lire une seule phrase. Le chef traditionnel est astreint aux obligations de neutralité, de réserve et d'impartialité. L'article 26. Et vous parlez de politisation. La politisation de la chefferie traditionnelle, dans ce cas, ne serait-elle pas anticonstitutionnelle? Je vous remercie. Ma question, c'est au niveau de la loi qui fixe, portant statut de la chefferie traditionnelle. Moi, la question que j'aimerais savoir, c'est d'abord le mode de désignation. Je crois que la loi donne le mode de désignation du sultan. Et ensuite, les garanties. Bon, il y a un aspect qui a été pris en charge, mais quand on fait un texte de ce genre, c'est quand même pour au moins essayer de protéger la chefferie et puis circonscrire et même temps fixer ses attributions. Bon, ensuite, par rapport au sultanat, l'espace encadré par le sultanat, est-ce une seule entité ou bien si le sultanat est composé de plusieurs entités de base? Bon, j'aimerais savoir un peu ça. Et j'ai noté qu'il y a une certaine instabilité au niveau de cette chefferie, alors qu'on a pris soin en 2001 de prendre un texte quand même pour protéger cette chefferie, comme dans certains pays, dans la mesure où leur légitimité de cette chefferie, ça vient de la coutume. Dans certains pays, ils sont désignés à vie. Voilà ce que je voulais poser comme 2 ou 3 questions. Merci. Et au Niger, je viens de constater que les chefferies traditionnelles sont institutionnalisées. Et en définitive, on parvient à une politisation. Au Bénin, les chefferies traditionnelles ne sont pas du tout institutionnalisées. On parvient également à une politisation. Un jour, j'ai discuté avec un roi au sujet de la politisation de leurs fonctions. Il me répond, il dit, au fait, la chefferie traditionnelle a été toujours politique. Il ne s'agit pas d'une politisation. Et à la sortie, après ma communication de tout à l'heure, j'ai échangé avec Madame Assitou, qui me dit, est-ce qu'il ne faut pas revoir le système même de la décentralisation? Parce que nous tentons tout le temps d'incriminer les chefferies traditionnelles. Pourquoi nous n'incriminons pas les lois de la décentralisation pour dire, voilà, éliminons carrément tout ce qu'on nous impose, travaillons avec nos autorités traditionnelles au niveau local et conservons les autorités politico-administratives au niveau un peu plus élevé. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Au lieu de vouloir tout le temps dénier ou enlever la dimension politique à nos rois, pourquoi ne pas leur conserver cette dimension politique et revoir une autre forme d'organisation territoriale qui les implique sérieusement? Ça, c'est ma question ou un petit commentaire. Il peut répondre comme il peut s'en passer. Oui. Merci pour cette présentation. Le cas du sultanat est très très intéressant parce que il y a 3 types de pouvoirs qui sont là, mais dont vous ne parlez pas. Il y a la chefferie villageoise, la chefferie cantonale et puis la chefferie du sultanat. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait une analyse entre les rapports
les rapports entre ces chefferies-là, est-ce qu'il y a superposition ou est-ce que le pouvoir intervient? Vous avez parlé de l'intervention du pouvoir au niveau du sultanat. Par exemple, les chefs de canton, quand ils sont intronisés, il y a même des ministres qui sont présents. Donc, et il y a donc ces phénomènes-là où dans le même espace, il y a 3 types d'autorités. Avec le 4e type, c'est l'autorité au niveau politique, au niveau du pays. Donc, comment le jeu de pouvoir se fait? Ma question, c'est de ce risque de la chefferie d'investir l'espace politique. Est-ce que le fait d'avoir un lien, on va dire géostratégique, avec Kadhafi, le bouillonnant Kadhafi, on va dire ça comme ça, n'a pas joué sur la destitution du sultan dont il est question dans votre travail? Autre chose, c'est que le limogeage des sultans est devenu une chose très actuelle. Chez moi au Tchad, le prince actuel a limogé le mois dernier le sultan de Boudouma. Et hier, en nocturne, il l'a rétabli, du moins réhabilité par un autre décret. Vous voyez donc, c'est un jeu géopolitique, géostratégique, qui fait que le prince frappe, utilise le bâton quand rien n'est en sa faveur, et il utilise la carotte quand tout va bien. C'est-à-dire quand le sultan mobilise la foule électorale de sa zone en faveur de ce prince. Voilà un peu, c'est un peu un commentaire, mais une petite question, si vous pouvez étayer ça. Merci. Merci pour les questions posées et les contributions. La première question, c'est de savoir si la politisation fragilisait l'autorité du sultanat. Alors, d'abord, il est important de souligner que le rôle du sultan est d'instaurer l'ordre social, la cohésion sociale, et régler de différends sociaux. Mais aujourd'hui, avec la politisation du sultanat des Anders, vous allez voir que le sultan prend son écart, il a deux fois du mal même à dire son mot ou ce qu'il pense. Il faut voir avec l'avènement anti-Charlie, malgré le message, son message pour la cohésion, pour la paix, la jeunesse était sortie. Et on a commencé la marche à partir du sultanat, devant sa porte. C'est pour montrer que cette autorité-là, le sultan, dans le temps, il avait cette autorité avant qu'il ne soit destitué vers 1999. Et peut-être le souci de Mohamed Issoufou, il l'a fait dans le but d'avoir une certaine popularité à Zander. Parce que le sultan Aboubakar il était le sultan le plus aimé des sultans à Zander. La relation islam, d'une part, et l'autorité traditionnelle. Ici, quand vous constatez le couteau là, c'est-à-dire il symbolise le sultan avec les pleins pouvoirs d'appliquer la charia. Et qui dit charia, je pense que fait allusion à la religion, à l'islam. Alors, mais on constate, vous avez dit autorité traditionnelle ou pouvoir religieux. Bon, cette question, je pense que aujourd'hui, surtout avec la démocratisation, le sultan n'a pas le plein pouvoir d'appliquer cette charia, mais il peut brandir le Coran. C'est-à-dire, si la situation le dépasse, tout ce qu'il peut faire, c'est de brandir le Coran. Et pour montrer aussi la faiblesse du sultan, aujourd'hui, la population ne fait pas recours au sultanat pour régler les différends. Ils partent vers la justice. Oui. Besoin de politiser les pouvoirs traditionnels, le rôle de l'État.
Et ici, il faut savoir que la région des Anders est la première région en termes d'électorat. Et le pouvoir moderne, donc chaque parti politique, chaque pouvoir cherche à mettre en sa faveur la confiance d'un roi, d'un sultan, pourvu d'avoir un nombre important d'électorats. Acteurs stratégiques de la scène politique. Bon, pourquoi on a dit acteurs stratégiques de la scène politique? Ils sont considérés comme des grands électeurs et ils mobilisent. Il y a des associations qui sont parrainées par le sultan des fois et ils mobilisent ces associations pour voter en faveur de leur chef candidat. Bon, lorsque le sultan Aboubakar a été débarqué, je pense bien que la population a montré son mécontentement. Mais après, c'est parti quoi. Les raisons, il a dit, les raisons obscures. Là, je ne sais pas en tant que scientifique si je peux dire ces raisons obscures, mais nous avons dit qu'il y a un certain nombre de griffes. On disait que le sultan fréquentait la boîte. Moi, je ne sais pas. C'est ça les raisons obscures qui ont été décrites dans la lettre ouverte adressée au gouvernement. Mais moi, je ne peux pas sortir pour les dire en tant que scientifique, mais on a préféré laisser ça dans l'obscurité. Mode de décision, de désignation. Le sultan est élu par ses pairs. Oui, par ses pairs. C'est-à-dire, les chefs de canton, ils participent. Et les membres de la famille participent aussi. Mais aujourd'hui, on constate que ce n'est plus le cas. Le décret, de fois, se prend à partir de la présidence. Un beau jour, on peut destituer le sultan. Et cela ne montre aucune garantie sur la pérennisation au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que le sultan Kakali est en train de faire. S'il s'allie au parti Olumana, on ne sait pas si peut-être Hama Amadou vient au pouvoir. Peut-être le sultan actuel sera lui aussi destitué. Bon, il est important de souligner, vous avez dit, risque de la visite de Kadhafi. Alors, ce que nous avons compris, on a dit, le sultan n'avait pas informé le président de sa visite. Il était parti en sa personne. Et le Kadhafi avait effectué une visite à Zander, au cours de laquelle le président Tanja était obligé de se déplacer pour faire honneur à Kadhafi. Et à sa sortie, le président Kadhafi a embrassé directement le sultan Aboubakar. Et son SG nous a dit, je cite, le président Tanja a dit, je me vengerai. Et le lendemain, il a été destitué. C'est-à-dire quelques jours après la visite de Kadhafi. Je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. S'il vous plaît, bon, c'est une contradiction, puisque vous venez de dire que le sultan il est élu par ses pairs, d'un côté, mais d'autre côté, il est destitué par l'autorité politique. Il peut être destitué par l'autorité politique. C'est vraiment des contradictions. Normalement, s'il est élu, c'est l'élection qui devait l'enlever, et non l'autorité politique. Mais le cas du Niger, on voit qu'il y a vraiment une ambivalence là. C'est un jeu vraiment politique ici. Oui. Le sultan est élu à la base par ses pairs et il est destitué au cas où il n'incarnait pas la direction tracée par l'autorité politique. Il est destitué. Ça, là, c'est vraiment une contradiction, quoi. Je vous remercie. C'est pour lever, oui, tout à fait. Cette contradiction. Tout à fait.
avec tout ce qui s'est dit, moi, ça me fait un peu sourire. Ça montre, en fait, il ne sait même plus si on doit appeler le sultan, mais ce n'est plus un sultan, mais peut-être un ministre ou bien un préfet, entre guillemets, qu'on peut nommer et démettre le lendemain. Ce n'est plus un sultan à ce niveau. Moi, je pense que le mot sultanat, ça commence à devenir un peu bizarre parce que, avec tout ce qui se passe, je pense que c'est plutôt un ministre ou bien une autorité politique ou administrative qu'on peut émettre et démettre quand on veut ou bien quand... Quelle est l'influence d'Izala sur le sultanat d'Agadez, compte tenu du fait que quand même la création de Boko Haram s'est faite à partir du noyau dur d'une secte religieuse qui s'appelle Izala. Merci. Moi, je suis un peu, comme le docteur Fabien l'a dit tout de suite, là, vraiment, c'est une expertise des États vraiment de l'Afrique de l'Ouest pratiquement. Parce que je vais partir d'abord d'une contribution après une seule question. La première contribution, c'est qu'après les indépendances, quand on a engagé les questions de conférence nationale dans les États noirs francophones, effectivement, le Niger aussi faisait partie. C'est juste pour enlever vraiment l'entrave qui existe vraiment entre chefferie traditionnelle comme collectivité territoriale dans les périodes coloniales jusqu'à l'indépendance de 1960, dont les constitutions avaient même légitimé vraiment ces niveaux de circonscription administrative comme collectivité territoriale aussi. Maintenant, après les conférences nationales, nous sommes partis vraiment sur une autre logique, notamment sur le cas du Mali. J'ai été surpris aussi pour le cas du Bénin aujourd'hui. Je ne savais pas que vraiment le cas du Bénin avait une réalité propre comme ça, où les entités administratives sont des chefferies qui ont des attributions spécifiques propres vraiment à leurs compétences déterminées par la loi. Et maintenant, avec le code de collectivité un peu, on sait vraiment les domaines de compétences de ces entités décentralisées. Mais moi, comme l'intervenant vient de dire tout de suite, vraiment le fait que le sultan soit élu, en même temps qu'il soit destitué vraiment par l'autorité hiérarchique au niveau de la présidence et autres, ça vraiment, ça met en doute la crédibilité, en même temps la légitimité locale qui avait été exprimée d'abord à la base. Mais moi, je me pose des questions maintenant sur le cas du sultan. Est-ce que vraiment c'est les organes centraux de l'État qui gèrent administrativement ces sultans, ou bien les mesures de sanctions disciplinaires compte tenu du comportement de ces sanctions, vous l'avez dit un peu, l'ancrage de ces sultans sur le terrain politique, est-ce que vraiment le pouvoir étatique peut prendre vraiment des décisions de suspension ou de révocation de l'une des chefferies? Parce que là, dans le cas spécifique du Mali, les chefferies sont des entités administratives qui sont sous la tutelle des représentants de l'État, notamment les préfets. Mais je ne sais pas pour le cas du Niger, comment les mesures de sanctions sont prises contre un chef traditionnel en cas vraiment de l'irruption dans l'une des fonctions politiques, comme le cas des conseils communaux. Merci. Je vais d'abord essayer de répondre à la question de Bourgeot, l'influence de Izala sur le sultanat d'Agadez. Alors, il est important de dire que... Oui? Ah, sultanat des Zander. Sur Zander. Zander. Voilà. Voilà, vous avez dit Agadez. L'influence de Izala sur le sultanat de Zander. Bon, je ne sais pas si le Izala a une influence sur le sultanat de Zander, mais tout ce que je sais, le sultan n'est pas de Izala. Donc je ne pense pas si ce mouvement, le Izala peut avoir une influence sur le sultanat de Zander.